Bonsoir à tous les téléspectateurs fidèles de Voyage au bout de la nuit. Merci à tous ceux qui nous retrouvent, qui sont fidèles et vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait plaisir. Merci aux curieux qui se retrouvent un peu par hasard quand ils zappent comme ça la nuit en rentrant chez eux. Merci à ceux qui se lèvent très tôt et qui ont envie d'un peu de lecture pour se réveiller tout doucement et en douceur. Et puis aux amoureux de littérature qui regardent l'émission en replay et en audio sur le site internet de D8. Vous pouvez nous retrouver pour les replays sur Voyage au bout de la nuit et choisir ainsi vos lectures et vos romans. Alors on va continuer ce soir la lecture du Lys dans la vallée qui est un roman de meurtre de Honoré de Balzac et qui est un roman qui relate l'amour platonique entre Félix et la comtesse de Morcerf qui est mariée au vilain, sombre et ténébreux comte de Morcerf, je m'emballe en vous faisant de l'Apollinaire. Et du coup, au moment de la lecture, nous sommes encore au tout début du roman, c'est vraiment le premier chapitre. Et pour l'instant, le héros, donc Félix, a réussi à se faufiler jusqu'en Touraine, chez la duchesse, et il est vraiment fou amoureux d'elle. Et comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment les prémices de l'amour. On est au printemps, ça bourgeonne, donc il trouve tout magnifique. Et il vient de faire la connaissance de monsieur de Morcerf et qu'il n'arrive pas complètement bien à cerner pour l'instant. C'est un homme de bonne éducation qui est très 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 jaloux et qui a un petit côté sombre qui commence à se dégager. C'est un homme qui a une fortune relative et le narrateur s'interroge sur l'amour qu'il y a entre monsieur et madame de Morcerf. Je ne vous en dis pas plus. Avant de poursuivre la lecture, je vous rappelle également que cette émission est la vôtre et que vous pouvez suivre via ce petit hashtag qui s'affiche en bas de votre téléviseur ou de votre écran nos actualités sur les réseaux sociaux. J'ai nommé Facebook, Twitter. Vous pouvez réagir en direct ou quand ça vous chante, mais vous pouvez nous faire part de vos envies et ça, on essaie toujours d'en tenir compte. Merci. Allez, je reprends tout de suite la lecture. Le Lys dans la vallée, chapitre 1, les deux enfances. C'est parti. Après les traverses de son séjour à l'étranger, monsieur de Morcerf, satisfait d'entrevoir un clément avenir, eut comme une convalescence d'âme. Il respira dans cette vallée les enivrantes odeurs d'une espérance fleurie. Forcé de songer à sa fortune, il se jeta dans les préparatifs de son entreprise agronomique et commença par goûter quelques joies. Mais la naissance de Jacques fut un coup de foudre qui ruina le présent et l'avenir. Le médecin condamna le nouveau-né. Le comte cacha soigneusement cet arrêt à la mère, puis il consulta pour lui-même et reçut de désespérantes réponses qui confirma la naissance de Madeleine. Ces deux événements, d'une sorte de certitude intérieure sur la fatale sentence, augmentèrent les dispositions maladives de l'émigré. Son nom à jamais éteint, une jeune femme pure, irréprochable, malheureuse à ses côtés, vouée aux angoisses de la maternité, sans en avoir les plaisirs, cet humus de son ancienne vie, d'où germaient de nouvelles souffrances, lui tomba sur le cœur et parcheva sa destruction. La comtesse devina le passé par le présent et lut dans l'avenir. Quoique rien ne soit plus difficile que de rendre heureux un homme qui se sent fautif, la comtesse tenta cette entreprise digne d'un ange. En un jour, elle devint stoïque. Après être descendue dans l'abîme, d'où elle put voir encore le ciel, elle se voua pour un seul homme à la mission qu'embrasse sa sœur de charité pour tous. Et afin de réconcilier avec lui-même, elle lui pardonna ce qu'il ne se pardonnait pas. Le comte devint avare. Elle accepta les privations imposées. Il avait la crainte d'être trompé, comme l'ont tous ceux qui n'ont connu la vie du monde que pour en rapporter des répugnances. Elle resta dans la solitude et se plia sans murmure à ses défiances. Elle employa les ruses de la femme à lui faire valoir ce qui était bien. Il se croyait ainsi des idées et goûtait chez lui les plaisirs de la supériorité qui n'aurait eu nulle part. Puis après s'être avancée par la voie du mariage, elle se résolut à ne jamais sortir de Clochegourde, en reconnaissant chez le comte une âme hystérique dont les écarts pouvaient, dans un pays de malice et de commérage, nuire à ses enfants.
Aussi, personne ne soupçonnait-il l'incapacité réelle de M. de Morsauf. Elle avait paré ses ruines d'un épais manteau de lierre. Le caractère variable, non pas mécontent, mais malcontent du comte, rencontra donc chez sa femme une terre douce et facile, où il s'étendit en y sentant ses secrètes douleurs amollies par la fraîcheur des baumes. Cette historique est la plus simple expression des discours arrachés à M. de Chessel par un secret dépit. Sa connaissance du monde lui avait fait entrevoir quelques-uns des mystères ensevelis à Clochegourde. Mais si par sa sublime attitude, Madame de Morsauf trompait le monde, elle ne put tromper des sens intelligents de l'amour. Quand je me trouvais dans ma petite chambre, la prescience de la vérité me fit bondir dans mon lit. Je ne supportais pas d'être à Frapesle lorsque je pouvais voir les fenêtres de sa chambre. Je m'habillai, descendis à pas de loup et sortis du château par la porte d'une tour où se trouvait un escalier en colimaçon. Le froid de la nuit me rasséréna. Je passai l'Indre sur le pont du Moulin Rouge et j'arrivai dans la bienheureuse Toue, en face de Clochegourde, où brillait une lumière à la dernière fenêtre du côté d'Azoulay. Je retrouvai mes anciennes contemplations, mais paisibles, mais entremêlées par les roulades du chantre des nuits amoureuses et par la note unique du rossignol des eaux. Il s'éveillait en moi des idées qui glissaient comme des fantômes, en enlevant les crêpes qui jusqu'alors m'avaient dérobé mon bel avenir. L'âme et les sens étaient également charmés. Avec quelle violence mes désirs montèrent jusqu'à elle. Combien de fois je me dis comme un insensé son refrain. L'aurais-je, si durant les jours précédents l'univers s'était agrandi pour moi, dans une seule nuit, il y eut un centre. À elle se rattachèrent mes devoirs, mes vouloirs, mes ambitions. Je souhaitais être pour tout avec elle, afin de refaire et de remplir son cœur déchiré. Belle fut cette nuit passée sous ses fenêtres, au milieu de murmures des eaux passant à travers les vannes des moulins et entrecoupée par la voix des heures sonnées au clocher de Saché. Pendant cette nuit baignée de lumière, où cette fleur sidérale m'éclaira la vie, je lui fiançai mon âme avec la foi du pauvre chevalier castillan, de qui nous moquons dans Cervantes et par laquelle nous commençons l'amour. À la première lueur dans le ciel, au premier cri d'oiseau, je me sauvai dans le parc de Frapesle. Je ne fus aperçu par aucun homme de la campagne, personne ne soupçonna mon escapade et je dormis jusqu'au moment où la cloche annonça le déjeuner. Malgré la chaleur, après le déjeuner, je descendis dans la prairie afin d'aller revoir l'Indre et ses îles, la vallée de ses coteaux, dont je parus en admirateur passionné, mais avec cette vélocité de pied qui défie celle du cheval échappé. Je retrouvai mon bateau, mes saules et mon Clochegourde. Tout y était silencieux, et frémissant comme est la campagne à midi, les feuillages immobiles se découpaient nettement sur le fond bleu du ciel. Les insectes qui vivent de la lumière, demoiselles vertes volaient à leurs frênes, à leurs roseaux, les troupeaux ruminaient à l'ombre, les terres rouges de la vigne brûlaient et les couleuvres glissaient le long des talus. Quel changement dans ce pays si frais et si coquet avant mon sommeil. Tout à coup, je sautai hors de la barque et remontai le chemin pour tourner autour de la Clochegourde, d'où je croyais avoir vu sortir le comte. Je ne me trompais point, il allait le long d'une haie et gagnait sans doute une porte donnant sur le chemin d'Azay qui longe la rivière. « Comment vous portez-vous ce matin, monsieur le comte ?» Il me regarda d'un air heureux. Il ne s'entendait pas souvent nommer ainsi. « Eh bien, dit-il. Mais vous aimez donc la campagne pour vous promener par cette chaleur ? Ne m'a-t-on pas envoyé ici pardon, pour vivre en plein air ? Eh bien, voulez-vous venir voir couper mes seigles ? Mais volontiers, lui dis-je. Je suis, je vous l'avoue, d'une ignorance incroyable. Je ne distingue pas le seigle du blé, ni le peuplier du tremble. Je ne sais rien des cultures, ni des différentes manières d'exploiter une terre. Eh bien, venez, dit-il joyeusement, en revenant sur ses pas. Entrez par la petite porte d'en haut. Il remonta le long de sa haie en dedans, moi en dehors. Vous n'apprendriez rien, cher monsieur de Chessel, me dit-il. Il est trop grand seigneur pour s'occuper d'autre chose que de recevoir les comptes de mon régisseur. Il me montra donc ses cours et ses bâtiments, les jardins d'agrément, les vergers et les potagers. Enfin, il me mena vers cette longue allée d'acacias et de vernis du Japon, bordée par la rivière, où j'aperçus à l'autre bout, sur un banc, Madame de Morsauf, occupée avec ses 2 enfants.
Une femme est bien belle, sous ses menus feuillages tremblants et découpés. Surprise peut-être de mon naïf empressement, elle se dérangea pas, sachant bien que nous irions à elle. Le comte me fit admirer la vue de la vallée, qui de là présente un aspect tout différent de ceux qu'elle avait déroulés selon les hauteurs où nous avions passé. Là, vous eussiez dit un petit coin de la Suisse. La prairie sillonnée par les ruisseaux qui se jettent dans l'Indre se découvre dans sa longueur et se perd en lointain vaporeux. Du côté de Montbazon, l'œil aperçoit une immense étendue verte et sur tous les autres points se trouvent arrêtés par des collines, par des masses d'arbres, par des rochers. Nous allongeâmes le pas pour aller saluer Madame de Mortsauf, qui laissa tomber tout à coup le livre où lisait Madeleine, et prit sur ses genoux Jacques, en proie à une toux convulsive. « Eh bien, qu'y a-t-il » s'écria le comte, en devenant blême. « Il a mal à la gorge » répondit la mère, qui semblait ne pas me voir. « Ce ne sera rien. » Elle lui tenait à la fois la tête et le dos, et de ses yeux sortaient 2 rayons qui versaient la vie à cette pauvre faible créature. « Vous êtes d'une incroyable imprudence, reprit le comte avec aigreur. Vous l'exposez au froid de la rivière et l'asseyez sur un banc de pierre. Mais mon père, le banc brûle, s'écria Madeleine. Ils étouffaient là-haut, dit la comtesse. Ah, les femmes veulent toujours avoir raison, dit-il en me regardant. Pour éviter de l'approuver ou de l'improuver par mon regard, je contemplai Jacques, qui se plaignait de souffrir de la gorge et que sa mère emporta. Avant de nous quitter, elle put entendre son mari. Quand on a fait des enfants si mal portants, on devrait savoir les soigner, dit-il. Parole profondément injuste. Mais son amour-propre le poussait à se justifier aux dépens de sa femme. La comtesse volait en montant les rampes et les perrons. Je la vis disparaissant par la porte-fenêtre. Monsieur de Mortsauf s'était assis sur le banc, la tête inclinée. Songeur, ma situation devenait intolérable. Il ne me regardait ni ne me parlait. Adieu, cette promenade pendant laquelle je comptais me mettre si bien dans son esprit. Je ne me souvenais pas d'avoir passé dans ma vie un quart d'heure plus horrible que celui-là. Je suais à grosses gouttes, me disant « M'en irais-je, ne m'en irais-je pas ?» Combien de pensées tristes s'élevèrent en lui pour lui faire oublier d'aller savoir comment se trouvait Jacques. Il se leva brusquement et vint auprès de moi. Nous nous retournâmes pour regarder la riante vallée. « Nous remettrons à un autre jour notre promenade, monsieur le comte, lui dis-je alors avec douceur. « Sortons, me répondit-il. Je suis malheureusement habituée à voir souvent de semblables crises, moi qui donnerais ma vie sans aucun regret pour conserver celle de cet enfant. Jacques va mieux, il dort mon ami, dit la voix d'or. Madame de Mortsauf se montra soudain au bout de l'allée. Elle arriva sans fiel, sans amertume et me rendit mon salut. Je vois avec plaisir, me dit-elle, que vous aimez Clochegourde. Voulez-vous, ma chère, que je monte à cheval et que j'aille chercher monsieur Deslandes lui dit-il en témoignant le désir de se faire pardonner son injustice. Ne vous tourmentez point, dit-elle. Jacques n'a pas dormi cette nuit, voilà tout. Cet enfant est très nerveux. Il a fait un vilain rêve. Et j'ai passé tout le temps à lui conter des histoires pour le rendormir. Sa toux est purement nerveuse. Je l'ai calmé avec une pastille de gomme et le sommeil l'a gagné. Pauvre femme, dit-il, en lui prenant la main dans les siennes, en lui jetant un regard mouillé. Je n'en savais rien. À quoi bon vous inquiéter pour des riens? Allez à vos seigles. Vous savez, si vous n'êtes pas là, les métayers laisseront les glaneuses étrangères au bout rentrer dans les champs, avant que les gerbes n'en soient enlevées. Je vais faire mon premier cours d'agriculture, madame, lui dis-je. Vous êtes à bonne école, dit-elle, en montrant le comte de qui la bouche se contracta, pour exprimer ce sourire de contentement que l'on nomme familièrement faire la bouche en cœur. 2 mois après seulement, je sus qu'elle avait passé cette nuit en d'horribles anxiétés. Elle avait craint que son fils n'eût le coup. Et moi, j'étais dans ce bateau, mollement bercée par des pensées d'amour, imaginant que de sa fenêtre, elle me verrait, adorant la lueur de cette bougie, qui éclairait alors son front, labouré par de mortelles alarmes. Le Crou régnait à Tours, et y faisait d'affreux ravages. Quand nous fûmes à la porte, le comte me dit d'une voix émue. « Madame de Mortsauf est un ange. » Ce mot me fit chanceler. Je ne connaissais encore que superficiellement cette famille, et le remords si naturel dont est saisie une âme jeune en pareille occasion me cria « De quel droit troublerais-tu cette paix profonde ?» Heureux de rencontrer pour auditeur un jeune homme, sur lequel il pouvait remporter de faciles triomphes, le comte me parla de l'avenir que le retour des Bourbons préparait à la France.
Nous eûmes une conversation vagabonde dans laquelle j'entendis de vrais enfantillages, qui me surprirent étrangement. Ils ignoraient des faits d'une évidence géométrique. Ils avaient peur des gens instruits. Les supériorités, ils les niaient. Ils se moquaient peut-être avec raison des progrès. Enfin, je reconnus en lui une grande quantité de fibres douloureuses qui obligeaient à prendre tant de précautions pour ne le point blesser, qu'une conversation suivie devenait un travail d'esprit. Quand j'eus, pour ainsi dire, palpé ses défauts, je m'y pliai avec autant de souplesse qu'en mettait la comtesse à les caresser. À une autre époque de ma vie, je l'eus indubitablement froissé. Mais timide comme un enfant, croyant ne rien savoir ou croyant que les hommes faits savaient tout, je m'ébahissais des merveilles obtenues à Clochegourde par ce patient agriculteur. J'écoutais ses plans avec admiration. Enfin, flatterie involontaire qui me valut la bienveillance du vieux gentilhomme, j'enviais cette jolie terre, sa position, ce paradis terrestre en le mettant bien au-dessus de Frapesle. Frapesle, lui dis-je, est une massive argenterie, mais Clochegourde est un écrin de pierres précieuses. Phrase qu'il répéta souvent, depuis, en citant l'auteur. Eh bien, avant que nous y vinssions, c'était une désolation, dit-il. J'étais tout oreille quand il me parlait de ses semis, de ses pépinières. Neuf aux travaux de la campagne, je l'accablais de questions sur les prix des choses, sur les moyens d'exploitation, et il me parut heureux d'avoir à m'apprendre tant de détails. « Que vous enseigne-t-on donc » me demandait-il avec étonnement. Dès cette première journée, le comte dit à sa femme en rentrant « Monsieur Félix est un charmant jeune homme. » Le soir, j'écrivis à ma mère de m'envoyer des habillements et du linge en lui annonçant que je restais à Frapesle, ignorant la grande révolution qui s'accomplissait alors et ne comprenant pas l'influence qu'elle devait exercer sur mes destinées. Je croyais retourner à Paris pour y achever mon droit et l'école ne reprenait ses cours que dans les premiers jours du mois de novembre. J'avais donc 2 mois et demi devant moi. Pendant les premiers moments de mon séjour, je tentai de m'unir intimement au comte, et ce fut un temps d'impression cruelle. Je découvris en cet homme une irascibilité sans cause, une promptitude d'action, dans un cas désespéré, qui m'effrayèrent. Il se rencontrait en lui des retours soudains du gentilhomme si valeureux à l'armée de Condé, quelques éclairs paraboliques de ses volontés qui peuvent, au jour des circonstances graves, trouer la politique à la manière des bombes, et qui, par les hasards de la droiture et du courage, font d'un homme condamné à vivre dans sa gentilhommière un Delbé, un Bonchamp, un Charette. Devant certaines suppositions, son nez se contractait, son front s'éclairait et ses yeux lançaient une foudre aussitôt amollie. J'avais peur qu'en surprenant le langage de mes yeux, M. de Mortsauf ne me tuât sans réflexion. À cette époque, j'étais exclusivement tendre. La volonté qui modifie si étrangement les hommes commençait seulement à poindre en moi. Mes excessifs désirs m'avaient communiqué ces rapides ébranlements de la sensibilité qui ressemblent aux secousses de la peur. La lutte ne me faisait pas trembler, mais je ne voulais pas perdre la vie sans avoir goûté le bonheur d'un amour partagé. Les difficultés et mes désirs grandissaient sur 2 lignes parallèles. Comment parler de mes sentiments ? J'étais en proie à de navrantes perplexités. J'attendais un hasard, j'observais, je me familiarisais avec les enfants de qui je me fis aimer, je tâchais de m'identifier aux choses de la maison. Insensiblement, le comte se contint moins avec moi. Je connus donc ces soudains changements d'humeur, ces profondes tristesses sans motif, ces soulèvements brusques, ces plaintes amères et cassantes, sa froideur haineuse, ces mouvements de folie réprimés, ces gémissements d'enfants, ces cris d'homme au désespoir, ces colères imprévues. La nature morale se distingue de la nature physique, en ceci que rien n'y est absolu. L'intensité des effets est en raison de la portée des caractères ou des idées que nous groupons autour d'un fait. Mon maintien à Clochegourde, l'avenir de ma vie, dépendait de cette volonté fantasque. Je ne saurais vous exprimer quelles angoisses pressaient mon âme, alors aussi facile à s'épanouir qu'à se contracter. Quand en entrant, je me disais « Comment va-t-il me recevoir ?» Quelle anxiété de cœur me brisait alors que tout à coup un orage s'amassait sur ce front neigeux. C'était un qui-vive continuel. Je tombais donc sous le despotisme de cet homme. Mes souffrances me firent deviner celles de Madame de Mortsauf. Nous commençâmes à échanger des regards d'intelligence. Mes larmes coulaient quelquefois quand elle retenait les siennes. La comtesse et moi, nous nous éprouvâmes ainsi par la douleur. Combien de découvertes n'ai-je pas faites durant ces 40 premiers jours pleins d'amertume réelle, de joie tacite, d'espérance tantôt abîmée, tantôt surnageant.
Un soir, je la trouvai religieusement pensive devant un coucher de soleil qui rougissait si voluptueusement les cimes en laissant voir la vallée comme un lit, qu'il était impossible de ne pas écouter la voix de cet éternel cantique des cantiques, par lequel la nature convie ses créatures à l'amour. La jeune fille reprenait-elle des illusions envolées? La femme souffrait-elle de quelque comparaison secrète? Je crus voir dans sa pose un abandon profitable aux premiers aveux et lui dis « Il est des journées difficiles. »« Vous avez lu dans mon âme, me dit-elle. »« Mais comment ?»« Nous nous touchons par tant de points, répondis-je. N'appartenons-nous pas au petit nombre de créatures privilégiées par la douleur et pour le plaisir, de qui les qualités sensibles vibrent toutes à l'unisson en produisant de grands retentissements intérieurs et dont la nature nerveuse est en harmonie constante avec le principe des choses? Mettez-les dans un milieu où tout est dissonance, ces personnes souffrent horriblement. Comme aussi leur plaisir va jusqu'à l'exaltation quand elles en rencontrent les idées, les sensations ou les êtres qui leur sont sympathiques. Mais il est pour nous un troisième état dont les malheurs ne sont connus que des âmes affectées par la maladie et chez lesquelles se rencontre de fraternelles compréhensions. Il peut nous arriver de n'être impressionnés, ni en bien, ni en mal. Un orgue expressif doué de mouvement s'exerce alors en nous, dans le vide, se passionne sans objet, rend des sons sans produire de mélancolie, jette des accents qui se perdent dans le silence. Espère de contradictions terribles d'une âme qui se révolte contre l'inutilité du néant. Jeux accablants dans lesquels notre puissance s'échappe tout entière sans alignement. Comme le sang par une blessure inconnue, la sensibilité coule à torrent, il en résulte d'horribles affaiblissements, d'indicibles mélancolies, pour lesquelles le confessionnal n'a pas d'oreille. N'ai-je pas exprimé nos communes douleurs? Elle tressaillit. Et sans cesser de regarder le couchant, elle me répondit. « Comment, si jeune, savez-vous ces choses? Avez-vous donc été femme ?»« Ah !» lui répondis-je d'une voix émue. « Mon enfance a été comme une longue maladie. »« Oh, j'entends tous ces madeleines, » me dit-elle en me quittant avec précipitation. La comtesse me vit assidue chez elle, sans en prendre de l'ombrage, par deux raisons. D'abord, elle était pure comme un enfant, et sa pensée ne se jetait dans aucun écart. Puis j'amusai le comte. Je fus une pâture à ce lion sans ongles et sans crinière. Enfin, j'avais fini par trouver une raison de venir qui nous parut plausible à tous. Je ne savais pas le tric-trac. Monsieur de Mortsauf me proposa de me l'enseigner. J'acceptai. Dans le moment où se fit notre accord, la comtesse ne put s'empêcher de m'adresser un regard de compassion qui voulait dire « Mais vous vous jetez dans la gueule du loup ?» Si je n'y compris rien d'abord, le troisième jour, je sus à quoi je m'étais engagée. Ma patience, que rien ne lasse, ce fruit de mon enfance, se mûrit pendant tant d'épreuves. Ce fut un bonheur pour le comte que de se livrer à de cruelles railleries quand je ne mettais pas en pratique le principe ou la règle qu'il m'avait expliqué. Si je réfléchissais, il se plaignait de l'ennui que cause un jeu si lent. Si je jouais vite, il se fâchait d'être pressé. Si je faisais des écoles, il me disait en profitant que je me dépêchais trop. Ce fut une tyrannie de magister, un despotisme de férule dont je ne puis vous donner une idée qu'en me comparant à Épictète, tombé sous le joug d'un enfant méchant. Quand nous jouâmes de l'argent, ses gains constants lui causèrent des joies déshonorantes, mesquines. Un mot de sa femme me consolait de tout et le rendait promptement au beau sentiment de la politesse et des convenances. Bientôt, je tombais dans les brasiers d'un supplice imprévu. À ce métier, mon argent s'en alla. Quoique le comte restât toujours entre sa femme et moi jusqu'au moment où je l'ai quitté, quelquefois fort tard, j'avais toujours l'espérance de trouver un moment où je me glisserais dans son cœur. Mais pour obtenir cette heure attendue avec douloureuse impatience du chasseur, ne fallait-il pas continuer ces taquines parties où mon âme était constamment déchirée et qui emportait tout mon argent? Et nous verrons lors d'une prochaine lecture si notre Félix, notre héros, réussit à se défaire de ce conte de morceaux pour être tout entier à sa dévouée. On le saura lors de la prochaine émission, alors restez avec nous, restez connectés. On se retrouve très vite pour un nouveau voyage jusqu'au bout de la nuit. Allez, prenez soin de vous. À très bientôt sur Les 8. Ciao.